Donc les bétons des chambres, on peut avoir une température toute l'année pratiquement entre 18 et 20 degrés sans chauffage. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas besoin de chauffage. Sauf quand on est vraiment un peu frileuse, on peut ajouter des chauffages, mais bon, c'est pas nécessaire. Bienvenue dans Oberkaï, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Bonjour et bienvenue sur Oberkaï. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lorenzo Mazzei. Bonjour Lorenzo. Bonjour. Alors, tu es un architecte passionné et spécialisé dans l'éco-construction, notamment avec le béton de chanvre. Lorenzo, tu es originaire d'Italie, on va l'entendre à ton accent. Tout à fait. Et tu as fait tes études d'architecture à Florence où tu as obtenu ton diplôme. Pendant ton cursus, tu as passé une année en Erasmus à l'école d'architecture de la ville et territoire de Paris-Est, ce qui t'a finalement conduit à t'installer en France en 2014. Pendant 10 ans, tu as exercé dans une agence d'architecture à Paris, accumulant une précieuse expérience. Et en 2022, tu as décidé de franchir un cap en créant ta propre société dédiée à l'architecture durable. Comme tu l'as dit toi-même, c'est notre futur. Nous devons changer notre façon de faire et repenser nos bâtiments. Tu proposes des solutions concrètes, comme le béton de chanvre. Aujourd'hui, on va justement parler de ce matériau, le chanvre. Est-ce que tu es prêt, Lorenzo ? Tout à fait. Je suis prêt à parler de ce matériau un peu particulier, mais extraordinaire. Super. Et je te propose, on commence toujours nos épisodes par un petit jeu brise-glace, 2 affirmations, une vraie, une fausse. À toi d'essayer de me piéger. D'accord, avec grand plaisir. Donc, je te donne 2 informations, deux phrases. Tu me diras ce que tu en penses, ce qu'est la vraie et ce qu'est la fausse. Voilà, la première que je dis, c'est la France elle est le premier producteur européen du chanvre. Et les deuxièmes, c'est les chanvres est dangereux car il peut développer rapidement un incendie. Alors, je dirais que la France peut être un premier producteur de chanvre, parce qu'on a quand même des grands terrains agricoles. Donc, je dirais que c'est la première, je pense pas que ça peut déclarer un incendie. Voilà. Eh bien, tu as bien deviné parce que la France est exactement les premiers producteurs européens pour la cultivation du chanvre et 3e au niveau mondial. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire et la croissance est de plus en plus importante. On estime que la production du chanvre va doubler d'ici quelques années. Donc, on sera de plus en plus conditionné, on aura de plus en plus de cultivation du chanvre et peut-être on aura la possibilité après d'en parler de pourquoi, parce que c'est très important même pour nos amis les agriculteurs. Ça apporte vraiment beaucoup de bénéfices. Et en ce qui concerne l'incendie, effectivement, bien que il peut sembler les chanvres, les matériaux un peu comme ça, fibreuses, donc on a toujours un peu peur qu'ils puissent développer un incendie. Eh bien non, les bétons des chambres, il a eu des tests assez importants. Sont des tests que tout le monde peut trouver, rechercher, c'est même sur Internet, et qu'on voit les petits fours avec la flamme qui va dégager la chaleur. Il a résisté pour plusieurs heures. Après, ils l'ont arrêté parce que faire ces tests-là, ils sont très coûteux. Donc, après qu'ils sont arrivés à 4 heures, que ça brûlait pas, ça n'avait pas de sens de continuer. Donc, ils l'ont arrêté. Mais effectivement, il a une très bonne résistance au feu. Ok. Donc, comme quoi, c'est sûrement un mythe de se dire que ça brûle. Voilà. Et c'est bien de l'avoir cassé. J'aimerais bien, du coup, on va commencer par la base. Qu'est-ce que le béton de chanvre et pourquoi on appelle ça béton ? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu Tout à fait. Ce terme ? Alors, la définition du béton, c'est simplement un mélange un liant, un granulat et de l'eau. Donc ça nous amène à dire que c'est du béton. Donc normalement, on a ça et pour les bétons, donc les bétons armés, donc on a les ciments, on a les granulats, on a l'eau, etc. Donc on mélange, ça devient structurel. Les bétons des chambres, la première chose importante, les bétons des chambres, ce n'est pas un produit structurel. En fait, ça fait du remplissage, mais la partie structurelle,
est assuré par une structure bois, des préférences soit pour des questions environnementales, mais même parce que ça se marie bien avec les bétons des chanvres. Ça peut être également une structure métallique, mais ça peut aller même avec une structure en béton. C'est pas interdit. La préférence, ça tombe toujours sous les bois, mais en cas de nécessité, ça peut être aussi une structure béton. Et les bétons des chanvres n'est que donc les mélanges de ces éléments-là. Donc, c'est les mélanges de la chaux aérienne, de la chénévote, que c'est la partie fibreuse, c'est la partie de la plante du chanvre, et de l'eau. Les mélanges, mais ils nous donnent les bétons des chanvres. Selon l'utilisation, donc, que on parle de les parois verticales, de la toiture, etc., nos règles professionnelles, ils ont établi les justes mélanges, les justes pourcentages à respecter pour avoir les bonnes proportions. Mais c'est pour ça qu'on pas du béton, mais en réalité, dedans, il n'y a pas du ciment. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça peut donner, vraiment donner un erreur, mais il n'y a pas du béton. D'accord. Pourquoi il est devenu populaire dans l'éco-construction? Est-ce qu'il existe différents types aussi de chanvre pour la construction? On peut avoir différents formats ou différentes façons de l'utiliser. Alors, l'idéal, pour moi, hein, après chacun a un peu ses théories, l'idéal c'est les bétons des chambres projetés, parce que ça permet d'avoir une vraie paroi qui est, en fait, on n'a plus les briques, on n'a plus les parois, on n'a plus les parois en béton, on a la paroi faite par les bétons des chambres. Et en plus, c'est très solide, donc c'est pas que quelqu'un avec une petite cuillère peut commencer à faire un trou et passer dans la maison. Pas du tout, c'est vraiment très très solide. Au niveau du chanvre, ça c'est la version projetée. Maintenant, on a des autres produits du chanvre, comme des briques du chanvre, des laines de chanvre. Ça concerne exclusivement l'isolation. En ce qui concerne les chanvres purs, en fait, c'est la plante que tout le monde connaît parce que sa forme un peu particulière. C'est une plante différente et c'est cultivé exprès pas du chanvre industriel. Donc, ce sont des cultivations en plus bien regardées par l'État, sont bien, les taux est bien dans les règles. Il y a des gros panneaux parce qu'on peut voir des plantes qui sont en plus la période qu'on prépare les terrains, c'est en avril et on récolte en septembre. Et là, on peut avoir des plantes qui peuvent arriver même à 4, voire 6 mètres de hauteur. C'est quelque chose d'impressionnant. Ça se voit. Ouais, en si peu du temps quand même. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Et on utilise ça comme chanvre. Après, nous, pour les bétons des chanvres, on va rechercher la cheminote. Donc, c'est la partie de la plante. Mais il y a des autres utilisations, comme les graines, comme la paille, la poussière, etc., qu'on peut utiliser dans des autres endroits, dans des autres matières. Les chanvres sont en train de se développer sous les textiles, sous plein d'autres choses, même sous des matières entre guillemets plastiques. Par exemple, il y a de plus en plus des voitures, en plus une marque française assez connue qui est fait ces parties intérieures qui sont du plastique, mais en réalité c'est du chanvre. Donc on voit bien que c'est de plus en plus utilisé. Surtout parce que les chanvres, en réalité, c'est une matière et c'est une plante que la France a toujours utilisée depuis tout le temps, en fait. C'était un peu perdu dans les temps. Mais au niveau, la France a vraiment une histoire longue et profonde avec les chanvres. C'est vraiment, fait partie de l'évolution du pays. Ok. Donc, dans les utilisations pour la construction, il y a principalement le projeté. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres formats ou est-ce que on projette forcément pour le béton de chanvre? Voilà. Pour les bétons de chanvre, on projette quand on parle du béton des chanvres pur. Après, on a des autres utilisations comme les briques en chanvre, mais ça concerne plutôt l'isolation. Mais si on veut faire une paroi, c'est surtout la paroi projetée que c'est la meilleure. C'est celle qu'en plus ça donne plus de bénéfices vis-à-vis de la construction. Après, encore une fois, on peut avoir 1000 solutions différentes. Il faut, de toute façon, surtout si on intervient sur un bâti existant, on doit un peu s'adapter à ce qu'on trouve. Donc, forcément, on peut pas juste être trop carré. On est bien ouvert à toute solution possible. Ok. Concernant un peu les avantages et inconvénients du chanvre, est-ce qu'on pourrait les lister et les détailler
Bon, on va commencer par les avantages du coup, et après on verra un peu les problématiques peut-être liées aux chambres. Voilà, bien sûr. Les avantages, la première chose que je peux dire, que bien que l'AVMC soit obligatoire, parce qu'on sait bien que dans les logements, les nouveaux logements, l'AVMC est obligatoire, en réalité, ça ne sert pas à grand-chose quand on fait une maison, par exemple, en béton des chambres dans sa globalité. Pourquoi? Parce que les chambres, il a sa propriété économique. En fait, ça permet, il va régler, entre guillemets, automatiquement et de manière naturelle, les niveaux d'humidité dans une maison. Donc, quand il y a trop d'humidité, il va la stocker grâce au fait que les fibres sont caves, en fait, dedans, elles sont vides. Donc, il va stocker l'humidité et quand il manque un peu plus d'humidité, il va la rendre naturellement. Donc, ça permet d'avoir une température plus saine, donc pas forcément besoin d'AVMC. Encore une fois, on a des obligations à la prévoir. Oui. Après, autre chose, on n'a pas des COV. Donc, on n'a pas des composants cancérogènes. Des organiques volatiles. C'est très, très important parce que ça veut dire qu'on peut vivre dans un ambiance sain. Donc, ça, c'est très important pour moi. On a l'effet paroi chaude parce que ça, on sait bien que c'est aussi assez important parce que parfois, on a les parois froides on doit monter énormément la température pour ressentir une bonne température. Avec les bétons des chambres, on peut avoir une température toute l'année pratiquement entre 18 et 20 degrés sans chauffage. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas besoin, même ici, on n'a pas besoin de chauffage, sauf quand on est vraiment un peu beaucoup frileuse, on peut ajouter des chauffages, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Oui. Autre avantage qui se semble toujours un peu isolé, mais c'est assez important, c'est qu'elle est détestée par les rongeurs. Donc, en fait, les souris, on n'a pas des souris dans la maison parce qu'elle est totalement détestée. Donc, même soit en toiture, sans les parois, ils sont totalement saines. Donc, c'est un autre avantage pour moi assez important. Il me semble qu'au niveau des avantages, on est déjà pas mal. On est pas mal. Et du coup, au niveau des inconvénients, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ce type de matériaux? C'est difficile de trouver un inconvénient. Alors, l'unique et peut-être les plus importants que j'ai dans la tête, c'est à ces jours-là les prix. Parce que pour faire une maison en béton des chambres, bien évidemment, comme malheureusement la majorité des matériaux biosourcés, ils ont un prix plus élevé que les matériaux qui nous font mal, qui viennent de la partie du pétrole, etc. Donc cette partie-là, c'est sûr au niveau du prix, dans l'immédiat, on va payer un peu plus cher. Mais on doit voir ça comme une sorte d'investissement parce que sur la longue durée, sur plusieurs années, c'est absolument rentable. Déjà parce qu'on utilise beaucoup moins de chauffage, voire pas de chauffage. Et on n'a pas et déjà ça c'est pas mal parce qu'en fait ça nous permet de faire vraiment beaucoup des économies et donc sur la longue durée on va gagner de l'argent mais sur la courte durée donc un chantier en béton des chambres est forcément un petit peu plus cher par rapport à un chantier classique par rapport à isolation d'un délai. Voilà. Je pense à ça. Est-ce que j'ai deux questions du coup. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. Le béton de chanvre, est-ce qu'on peut l'utiliser dans la réno et dans la construction du coup? Mais est-ce que ça se marie bien avec ces deux types, ces deux choix, ou est-ce que c'est vraiment principalement quand on décide un nouveau projet et que c'est pour de la construction? Alors oui, on peut tout à fait l'utiliser. Il y a même des laines des chambres qu'on peut trouver sur les marchés. On peut même faire de l'isolation à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'extérieur un peu moins, plutôt à l'intérieur. Par contre, c'est sûr qu'au niveau des épaisseurs, pour avoir, si on compare juste la simple isolation pure, on va avoir des épaisseurs plus importants. Donc, dans la rénovation, oui, on peut l'utiliser. C'est pas vraiment les matériaux l'idéal pour faire une rénovation, à moins qu'on fasse vraiment beaucoup de travaux et on commence à toucher un peu des structures, etc. Mais au niveau d'épaisseur, effectivement, ça peut être un des avantages que j'avais pas pensé avant. Mais voilà, ça, effectivement. Il faut le prévoir. On peut les prévoir. Il y a vraiment des isolants aussi en chambre.
Mais c'est pas son cas. Pour moi, toute sa puissance, il va la générer, il va la donner quand on fait vraiment une structure, une maison ou même une extension en béton de chanvre. Ok, c'est toujours plus simple de prévoir tout le projet dans sa globalité que la réno, il faut pouvoir adapter. Est-ce que justement, pour poser ce type de matériaux, il faut une technicité, un savoir-faire bien particulier, ou est-ce que monsieur et madame tout le monde sont capables de le faire en regardant des tutos par exemple, ou il faut vraiment faire appel à des artisans spécialisés? Et si oui, est-ce que c'est facile à trouver? Est-ce que tu as des tips là-dessus? Alors, je commence même de la partie maîtrise d'œuvre architecte, parce que c'est quand même important d'avoir un professionnel de son côté, parce que les bétons des chambres, c'est quelque chose que c'est une technique courante. Donc, la première chose, au niveau assurance, c'est rien de spécial, c'est rien de compliqué. Il y a des règles professionnelles qui ont été établies, donc il faut juste les suivre. Par exemple, pour mon assurance à moi, la plus classique des architectes, c'est une technique courante, il y a rien de spécial. Néanmoins, pour les entreprises, il est obligatoire ils ont fait la formation spécifique dédiée au béton de chanvre. Soit pourquoi? Parce que sans cette formation, ils ne sont pas assurés. Donc, en fait, s'ils ne sont pas assurés, s'il y a un dommage, que ça peut arriver parce que ça peut toujours arriver, on sait bien, les chantiers sont jamais simples, bah, ils sont pas assurés. Donc, c'est la fameuse décennale ou est-ce que c'est encore autre chose? Ouais, d'accord. Donc, c'est très important. Et tout ça, c'est organisé par l'association dont en plus je fais partie, qui s'appelle Construire en chanvre. C'est l'association principale qui détermine tout pratiquement. Ils ont fait récemment, ils ont sorti les nouvelles règles professionnelles, par exemple. Et c'est eux qui vont organiser les formations. Donc, on peut trouver les calendriers des formations. Et surtout, il y a un annuaire. Dans l'annuaire, vous trouvez les architectes agréés, parce que même nous, comme architectes, moi, je suis une formation. Bien que pour mon assurance, elle n'est pas essentielle et obligatoire, pour l'association Construire en chanvre, ils ont vu que les architectes, les maîtres d'œuvre qui n'ont pas suivi des formations, après quelques années, les projets qu'ils ont suivis, ils subissent des sinistralités. Donc, parce que c'est une technique à apprendre dans les détails. Donc, forcément, avoir un architecte agréé que tout le monde peut trouver sur les sites de l'association, c'est un véritable plus. Mais en plus, on trouve les bureaux d'études, mais on trouve surtout les entreprises agréées dans toute la France qui peuvent intervenir pour la maison des maçons, madame et monsieur Dupont, sans problème. Au niveau personnel, c'est des conseillers vraiment. La technique, c'est assez simple. Mais il faut connaître les mélanges parce qu'il y a des liens spécifiques à respecter, des matières spécifiques, il y a les règles spécifiques à respecter. Donc, c'est toujours bien avoir une entreprise spécialisée qui puisse construire. Qui accompagne au moins. Voilà, les bâtiments. Ouais. Oui. Ok. Donc oui, ça reste quand même, c'est faisable, mais attention quand même à ce qu'on fait de toute façon dans tous les cas, quoi. Ou de se faire, même si on veut le faire par soi-même, parce qu'il y a beaucoup d'autoconstruction parfois, de se faire au moins accompagner visuellement par un artisan à côté qui vérifie que le travail est correct derrière, quoi. Les problèmes, c'est toujours un peu quand on fait tout seul, ça peut être si tout va bien, il n'y a jamais un problème, comme je dis toujours à mes clients. Mais si un jour il y a un problème, ça intervient l'assurance. Donc si on les fait nous-mêmes, on n'est pas assuré. Donc c'est juste ça. Peut-être on n'aura jamais des problèmes, donc on va gagner. Mais si après 1 ou 2 ans, 3 ans, on a un petit problème, etc., ça devient compliqué. Justement, juste pour finaliser sur cette question des assurances, donc si c'est suivi, pour être sûr d'avoir bien compris, si c'est suivi par un professionnel, il y a la fameuse décennale qui rentre en jeu, les assurances prennent en charge si justement il y a un problème. Est-ce que au niveau de la réglementation, donc assurance ok, mais au niveau de la réglementation aussi de l'urbanisme, etc., c'est des matériaux qui sont facilement normés, acceptés. Comment ça se passe là-dessus? Il y a de plus en plus des PLU, donc les plans locaux d'urbanisme, qui soulignent l'importance et la volonté d'aller vers les matériaux biosourcés. Donc les bétons des chanvres, les chanvres en général, c'est un des matériaux biosourcés par excellence. Donc en fait, au niveau d'urbanisme, c'est même accepté.
En plus, par exemple, les bétons des chambres, ça s'émaille hyper bien dans les maisons en colombage, avec les poutres apparentes, la structure bois apparente. Et c'est un véritable plus parce qu'avec des autres matériaux, on peut rien faire. Avec les bétons des chambres, on peut remplir les espaces et avoir un bon rendu, soit architectural, mais même au niveau du rendu. Voilà, exactement. Donc, c'est un véritable plus. Donc, effectivement, on n'a pas des contraintes au niveau de l'urbanisme. Au contraire, les rendus, c'est même agréable. On voit pas trop la différence. La chose importante, il faut savoir, avec un béton des chambres, qui après il est recouvert par des lambris à la chaux, par exemple, on n'a jamais un mur totalement lisse. Ça, il faut absolument l'oublier. Parce que c'est pas l'objectif. Si on veut la paroi lisse, il faut utiliser des plaques, pas forcément les plus communes. Il y a des plaques, même des plaques de gypse qui sont beaucoup au niveau environnemental et non, elles sont beaucoup mieux. On peut l'utiliser, c'est pas interdit, au contraire. La chose importante, savoir les rendus qu'on va voir, c'est un petit peu différent que les rendus qu'on est habitué à voir normalement à Talmont. En termes de tendance, peut-être que tu, du coup, comme tu es spécialisé aussi dans le durable, biosourcé, là-dessus, dans les tendances, est-ce que tu vois vraiment un changement au niveau des mœurs par rapport à ce type de construction? Un peu plus monsieur et madame tout le monde, peut-être pas forcément que des gens qui sont ultra sensibilisés à ça. Comment tu le perçois? Moi, j'ai de plus en plus des clients qui me demandent de prévoir les projets de manière durable. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. En même temps, j'ai aussi des clients que quand je lui ai proposé une structure bois, j'ai senti que c'était pas les choix qui se les rassuraient. Donc en fait, il en perd que certaines typologies techniques différentes. Ils sont moins costauds, soit moins résistants, etc. Donc il a encore un pépère, et c'est faux, mais c'est moi comme architecte, je cherche de faire un travail d'explication, d'accompagnement, des conseils, etc. pour expliquer que c'est pas vraiment les cas. Après, forcément, je peux pas imposer, je n'impose rien. Et les clients, moi j'ai un devoir du conseil, donc je dois les porter sur la bonne route. Mais j'ai bien évidemment les derniers mois, ça reste toujours en client. Ok. Mais on va quand même dans une tendance où tu vois de plus en plus sur sur des chantiers où on arrive à avoir ce genre de matériaux. Tu disais même parfois des plaques de gypse qui sont peut-être un peu plus favorables qu'une plaque de plâtre. Voilà. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on n'aurait pas parlé à propos du béton de chanvre qui pourrait être intéressant pour nos auditeurs de savoir? Peut-être j'ai pas dit une chose importante, c'est que les bétons de chanvre, c'est une matière qui a besoin de respirer. Parce que normalement, on fait toujours un coup d'air à vapeur, on met l'isolant, etc. Et après, on met par exemple, les parapluies, etc. Et là, c'est la meilleure façon pour faire périmer les bétons de chanvre. Les bétons des chambres, il a besoin de respirer. Donc, une phase de deux, il doit être totalement libre de respirer, de faire passer l'humidité, d'avoir je ne sais pas, avec l'ambiance, d'avoir une relation avec l'ambiance. C'est vraiment essentiel pour permettre la durabilité du produit. Après, bien évidemment, peut-être j'ai pas trop expliqué tout à l'heure. Mais les bétons des chambres ne peuvent pas arriver au sol. En fait, il y a une remontée qui doit être étanche. Donc, en fait, il y a un basement. On ne peut pas faire un béton des chambres. Malheureusement, on ne peut pas tout faire avec les matériaux biosourcés encore. Donc, il y a quand même une premier basement, entre guillemets, une dalle, peut-être un béton ou un autre matériau. Et après, on peut construire notre ouvrage, tout en sachant que les bétons des chambres, on n'utilise pas juste pour les habitations des particuliers. On peut l'utiliser, surtout avec les nouvelles règles professionnelles, aussi pour les logements collectifs. Il y a des exemples à Paris et à Boulogne, Billancourt. Mais aussi, on peut l'utiliser pour ceux qu'on appelle les ERP, donc les établissements recevant du public,
par exemple les écoles et tous les autres établissements. Les bibliothèques. Ouais. Voilà. Moi, j'ai toujours l'espoir qu'un jour, la majorité des écoles, des enfants plus petits ou plus grands, mais en général, soient construits en béton d'échange parce que c'est un matériau vraiment sans produit cancérogène. Donc, ça pourrait dire que les enfants ils peuvent grandir dans des endroits sains et sans péril pour leur santé. Ça, c'est vraiment magnifique. Oui, c'est vraiment un facteur, j'ai l'impression qu'il revient assez souvent, c'est que le béton de chanvre, en termes de confort de vie, de confort au niveau de la santé, on en parle énormément maintenant des COV, c'est vraiment le matériau qui répond à ce challenge et cette problématique par rapport à d'autres matériaux. Très bien. Donc au niveau de l'entretien, et quand tu dis laisser respirer, pour être sûr de bien comprendre, quand tu dis laisser respirer, ça veut dire ne pas encombrer. Ça peut être avec des meubles, ça peut être, je sais pas, mettre un enduit dessus, ou est-ce c'est à quel niveau? Non, ça on peut les mettre. Les meubles, c'est pas du tout un problème. C'est vraiment parce que normalement, quand on fait par exemple une paroi verticale, on prévoit la barrière par vapeur, on voit l'isolation. La barrière par vapeur à l'intérieur, l'isolation, et après, par exemple, en toiture, ou même dans les parois verticales, la paroi pique et ça empêche de permettre à la pluie d'entrer. Et ça isole totalement l'isolant. En fait, il n'y a pas une transpiration entre guillemets. D'accord. Donc, ça, c'est totalement évité parce que les bétons, soit d'un côté, soit de l'autre, les bétons d'échange, il a besoin de respirer. Donc, il a besoin du passage d'air. C'est important, ça. Après, s'il a des meubles et des vents, c'est pas du tout un problème. Ça, vraiment aucun problème. Une chose qui, par contre, maintenant, je pense qu'on n'a pas parlé, pendant les chantiers, surtout pour mes confrères, mes consoeurs qui peut-être ils vont s'approcher, ou même pour les entreprises ou pour les particuliers, étant donné qu'on va projeter les bétons des chambres, au niveau du timing, il est nécessaire de prévoir en amont les passages de tous les réseaux, donc électrique, plomberie, etc. Parce qu'après, on peut toujours faire la petite tranchée parce que c'est pas structurel, donc c'est pas comme dans le mur portail que si on fait une tranchée horizontale, ça risque de faire tomber les murs. Là, on peut les faire la tranchée. Par contre, du moment qu'après on va reprojeter, il y a une couleur différente. Donc ça c'est un petit peu plus moche. Donc il faut prévoir en amont tous les passages. Donc c'est un travail différent au niveau du planning et du phasage parce qu'il faut tout prévoir, faire toutes les synthèses avant et du moment qu'on a tout prévu, on peut projeter. Très bien. C'est d'abord l'étape vraiment prévoir toute la construction en amont et après étape par étape. Et finalement, c'est un peu une des dernières étapes de projeter le béton de chambre. Et juste pour info, par exemple, une maison des 100 mètres carrés sur un ou deux étages, la projection de la totalité, donc parois plus toiture, ça peut prendre autour de 3-4 jours. Il faut ajouter après un jour de préparation avant et un jour de définition pour l'après. Donc, ça fait au total entre 5 et 6 jours d'intervention pour les bétons des chambres purs. Après, on a besoin de les laisser sécher parce que les bétons des chambres, il va se sécher à fur et à mesure. On ne doit pas avoir peur de voir de l'eau parce que l'eau commencera à couler des parois. Il va se stocker au sol, etc. Donc, il faut toujours prévoir des petits saignées pour faire canaliser l'eau et la faire sortir. On ne doit pas avoir peur de ça. C'est un processus totalement naturel. Combien de temps ça met pour que ça sèche, justement? Alors, si on va regarder l'équerre du béton des chambres, ça peut arriver même à 2 ou 3 ans. Par contre, ça ne veut pas dire que pour 2 ou 3 ans, on ne peut pas utiliser l'ouvrage. Là, après quelques mois, parce que de toute façon, après qu'on fait la projection, on continue à travailler sur les chantiers. Ça prend après un mois, par exemple, on peut déjà voir la version dure. La structure pour la projection est pratiquement enlevée les jours après, ou presque dans les jours immédiats. C'est tout de suite enlevé. Donc en fait, ça tient tout seul, mais ça prend un peu plus du temps. On doit prévoir des déhumidificateurs en fin des chantiers pour permettre la déhumidification des l'air. Mais dans les cas du béton de chambre, effectivement, ça prend longtemps, mais après, on peut l'utiliser sans problème. Oui, on peut quand même utiliser le bien. Oui. Tout à fait. Okay. Je reprends juste la question du coût. Tu disais que c'était un inconvénient. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un pourcentage ou un chiffre peut-être pour une maison, peut-être comme tu disais, de 100 mètres carrés? Combien faut compter en plus si on veut utiliser par rapport à un isolant classique?
Alors là, ça c'est une question très très compliquée parce que en ces moments, ça fait depuis 2 ans que faire des chiffrages, c'est un cauchemar pour nous. Ça change tout le temps les prix. Grosso modo, on peut avoir une fourchette entre 10 et 20% plus cher, mais ça dépend vraiment des beaucoup de facteurs du moment, d'un mois à l'autre, ça peut changer vraiment. Mais il faut compter à moins 10 et 20% plus cher, plus ou moins. Pour le moment. Ok. Non, mais c'est plus pour donner effectivement oui, tout à fait. une idée de prix. Eh bien, super. Est-ce que tu vois encore autre chose sur ce sujet, sur ce magnifique sujet? Ou est-ce que tu penses qu'on a fait un bon petit tour déjà? Oui, je pense. Eh ben, si on est bon, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la phase un peu plus actionnable, et tac au tac de ce podcast. D'accord. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Obercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Obercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Nos éditeurs, ils ont un projet d'isolation en biosourcé et ils pensent grandement à faire un devis avec du béton de chanvre. Qu'est-ce que tu leur conseilles, une première étape, une première question à se poser pour lancer leur projet ? La première chose à faire dans ces cas-là, c'est contacter un professionnel, un architecte qu'on peut trouver sur l'annuaire de l'association des construits en chanvre et puisse les accompagner dans leur projet et qu'il soit un architecte qui a effectué la formation des construits en chanvre. C'est un véritable plus et je conseille à tout le monde. Okay. Et une fois qu'ils ont fait appel à l'architecte, après, est-ce que l'architecte guide tout le long du projet ou est-ce que tu penses qu'il peut y avoir aussi une alternative où ils peuvent suivre, faire des démarches peut-être pour lancer un peu plus concrètement leur projet ? Alors, au niveau des projets, l'architecte il peut les accompagner soit avec une mission partielle déjà au dépôt du permis de construire, soit en suivant les chantiers. Comme architecte, j'ai toujours les conseils de dire faites-vous accompagner aussi pour les chantiers. Après, c'est à chacun suivre et choisir la meilleure solution. Mais moi, j'ai conseillé toujours de faire suivre les chantiers par un professionnel. Un professionnel. C'est sûr que c'est toujours la meilleure voie quand on peut. Oui. Pour toi, dans le meilleur des mondes, ce serait quoi ton bercail idéal ? Alors, mon bercail idéal, ça a un peu changé entre-temps parce que quand je suis arrivé en France en 2014, moi, je me voyais habiter à Paris, dans l'appartement, etc. Après avoir trouvé ce qui après est devenu mon épouse, on évolue. Donc, mon bercail idéal, ce serait donc une petite maison quelque part au calme, pas forcément à la campagne un peu perdue, mais juste au calme. Avec une petite maison pour nous et d'un côté mon agence à moi immédiatement liée à la maison avec beaucoup de jardins et voilà surtout des oies qui font la garde à la maison garde naturelle à l'arbre naturel voilà c'est ça en fait. Est-ce que tu as un mot pour le définir, ce bercail idéal ? Je dirais calme. Ça reste. Est-ce que tu aurais des ressources sur le béton de chanvre, que ce soit des personnes à suivre, des newsletters, des livres, quelque chose qui t'a inspiré là-dessus ? Alors déjà, oui, je dirais la partie la plus importante, c'est les sites de l'association Construire un chambre. On peut trouver vraiment toutes les informations. Notre site, c'est Interchambre. C'est également important. Il y a plein des informations, il y a les tomes qu'on peut télécharger, il y avait vraiment toutes les informations nécessaires. Et après, il y a aussi mon site internet, j'ai fait une page exprès pour les bétons de chambre. Ok. Est-ce qu'il y a un invité que tu aimerais voir pas forcément sur le béton de chanvre, mais sur d'autres sujets liés à l'habitat, réno ou construction, et que tu aimerais le conseiller sur ce podcast ? Alors, ce que je conseille, peut-être, je ne sais pas si c'est
vraiment lié au particulier, même si moi j'ai utilisé sur un projet pour un particulier. Mais c'est une entreprise qui fait du curage écologique. Donc en fait, c'est pas juste démolir et plutôt curer, parce que démolir c'est notre définition, et jeter tout à la benne sans faire une réutilisation. Mais il y a de plus en plus, moi j'en ai connu une, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui font la dépôt par exemple des châssis bois, des portes, de l'intérieur, etc. Et qui vont pas juste les jeter à la benne, mais vont les réutiliser, et s'ils peuvent pas les réutiliser ou revendre, ils vont les recycler. Ça, pour moi, c'est important, et c'est à la base d'un projet, parce que si on fait un projet durable, ça commence même surtout dans les rénovations, parce que notre avenir, c'est de plus en plus de rénovations et des moins du neuf. Donc, du moment qu'on fait de la rénovation, on commence à faire de la durabilité et de l'écologie à partir de la rénovation. Tout à fait. Et du coup, est-ce que sur ce sujet, t'as une entreprise en particulier, un nom en particulier, ou une personne à qui tu penses? Ou est-ce que... Oui, elle s'appelle Cécile Collat. Elle travaille dans la région parisienne. Donc, on a fait un curage écologique récemment, donc tout s'est bien passé. Donc, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et Cécile, si jamais tu nous entends, peut-être qu'on va bientôt se parler. Je te remercie, Lorenzo. Merci. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Si on veut te retrouver, effectivement, il y a ton site internet. Donc, c'est, si je me trompe pas, gea-architecture.fr. Tout à fait. Tu es aussi présent sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Tout à fait. Donc, allez voir ce que fait Lorenzo, si vous êtes intéressé par un architecte aussi dans le durable. J'ai plus qu'à te remercier. Je remercie aussi nos auditeurs d'être arrivés jusque-là. Merci pour ce moment et à bientôt dans vos bercailles. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez, viens, construisons vos bercailles ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.